Amis des transformateurs, bonjour. Lors des derniers colis de fans, je vous avais montré que j'avais reçu un magnifique transformateur torique et je vous avais promis que je ferais une vidéo pour vous montrer justement comment qu'un transformateur comme ça, dans lequel la notice ne donne pas le brochage des connexions, on pouvait assez facilement les retrouver. Alors, faisons ça ensemble. Allons-y pour la détermination donc du rôle de chacun de ces fils sur ce transfo. Alors, comment on va procéder ? La première chose qu'on peut faire déjà, c'est compter combien il y a de fils. On voit qu'ici, il y a 10 fils. Il y a des grandes chances que sur ce genre de transfo, chaque paire de fils en fait corresponde à un enroulement spécifique dessus. Alors, on pourrait le vérifier en vérifiant qu'il n'y a aucun contact entre un fil et plus d'un autre fil, mais sur ce genre de transfo, il y a peu de chances que ça arrive. Si vous testez un autre transfo, un transfo pas torique, sur lequel il y a des cosses, là pour le coup, alors déjà, il y a des transfos sur lesquels on peut voir s'il y a des cosses qui sont reliées à plus d'un seul fil. Il y a un point commun avec des enroulements en série, mais quand c'est moulé, on ne peut pas forcément le voir. Et là, en effet, on peut le tester à le mettre. Alors, la première chose qu'il va donc falloir voir ici, c'est on va essayer de repérer chaque fil, en fait, à quel est le fil qui va avec, parce que là, on voit qu'au niveau des couleurs et tout, c'est pas vraiment forcément bien clair. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que, j'ai essayé de noter chaque paire avec une lettre, A, B, C, D, E. Donc, on va à la fois mesurer leur résistance et à chaque fois trouver donc quel fil va avec quel fil, sachant que à chaque fois, on mettra ici donc un petit autocollant pour les repérer. Alors, pour ce faire, on va se mettre en position au mètre. Alors, il y a des cas quand même où ça va aller très vite, dans la mesure où on voit qu'il y a des fils qui sont quand même beaucoup plus gros que les autres. Il y a des grandes chances qu'ils aillent ensemble. Alors, allons-y, on va commencer par exemple avec cette paire-là. Voilà, là, on peut voir que ça affiche 0,58 ohms. Ce qui est tout à fait logique, c'est forcément une résistance généralement faible, surtout avec des fils de ce diamètre. Donc là, on va noter 0,58. Et on va pouvoir mettre les autocollants qui vont bien pour repérer les fils. Donc à chaque fois, j'appelle A et la lettre en prime pour aller avec l'enroulement qui va avec. Donc voilà, je ne vais pas filmer la manip pour tous les autres, mais ça va être exactement le même principe. Alors bien sûr, quand c'est des fils qui vont être identiques, où là ça va être un petit peu plus difficile, et après il faut chercher. Donc on va ici prendre par exemple celui-là. Là on voit qu'il y a une résistance, donc il y a des grandes chances que ces deux-là aillent ensemble. Et on peut vérifier que sur les autres, voilà, on voit qu'il n'y a rien de résistant. Donc voilà, je vais faire ça pour tous les enroulements et on continue. Voilà, donc j'ai fait la même manip sur tous les enroulements. Je les ai après notés comme ça avec mes étiquettes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà qu'il y a quand même des disparités en ohms et que ça donne quand même une indication. On va dire que plus un enroulement aura de spire, quand même plus il aura une résistance élevée. Alors c'est vrai que comme le diamètre des fils est différent, il faut quand même se méfier, c'est pas forcément proportionnel, mais voilà, ça donne ici une idée. Alors là en même temps, ce transfo, j'ai la chance que dessus il y a quand même une indication, il y a marqué primaire 2 fois 110 volts. Et ça veut dire qu'il y a sans doute deux enroulements identiques, et on voit que les deux enroulements identiques sont ceux-là, et qu'en plus ils ont la même la résistance. Maintenant, si je n'avais pas eu ces indications, j'aurais quand même vu que ces deux enroulements ont quand même une résistance supérieure. Donc si on part du principe quand même que c'est un transfo au secteur, parce qu'il faut quand même faire attention, des fois il y a des transfos qui ne sont pas du tout des transfos secteurs, ça peut être des transfos de sortie pour haut-parleurs, ça peut être des transfos pour clôture électrique, ça peut être plein de choses. Mais voilà, là on va rester quand même dans le cadre ici d'un transfo secteur. Donc ici il y a deux enroulements identiques et vraiment quand même plus forts au niveau de la résistance. Donc il y a quand même des chances que ça soit les primaires. Maintenant, quand on voit ça, on peut aussi se dire, est-ce que c'est un primaire 220 ou, je dis 220, maintenant c'est 230, quoi. Enfin, on va dire un primaire secteur, ou deux qui généralement peuvent être mis donc en série ou en parallèle selon la tension qu'on a. Alors là, c'est pas forcément facile de
de le voir, mais on va pouvoir comme se faire une idée en mesurant quand même justement là déjà un petit peu les rapports de transformation. Après, dans le doute, de toute façon, il faut toujours mieux les mettre quand même en série, voir si les tensions de sortie qu'on a semblent cohérentes. Si on les met tout de suite comme ça sur le secteur, ça va pas vraiment, ça peut quand même être dangereux. De toute façon, là-dessus, c'est quand même assez rare qu'il y ait quand même deux primaires comme ça, donc on peut partir généralement ce que c'est du 2 fois 110. Alors, si on a un transfo comme ça, ensuite, ce qu'il va falloir déterminer, c'est deux choses. C'est essayer de trouver les rapports de transformation, hein, pour avoir une idée des tensions au secondaire. Là, c'est pareil, ils sont notés, mais elles n'étaient pas forcément. Et aussi le sens des enroulements. En effet, ces deux enroulements, il faut les mettre en série, mais il faut les mettre en série en respectant, on va dire, la phase. Parce que si on les met en série, enfin, je veux dire, en opposition, on va dire, eh ben, le champ va s'annuler et on aura une tension quasiment nulle en sortie. Alors, pour faire ça, comment on peut faire? L'idéal est d'avoir une source de tension alternative, basse tension, hein, pour ne pas prendre de risques, qu'on mettra sur l'enroulement à la limite qui a la plus faible résistance. Ici, on voit que c'est A, et ça va nous permettre d'avoir le plus grand rapport de transformation, et donc derrière, on trouvera sans doute des tensions plus élevées. Alors cette source, ça peut être quoi? Ça peut être un générateur. Là, je vais utiliser mon Siglent SDG 1032X, mais si vous n'en avez pas, ça peut être aussi un petit transfo secteur, même s'il ne donne pas beaucoup de courant, mais qui donne une tension connue, je sais pas moi, 6 volts, 12 volts, ce que vous voulez. Attention quand même, si vous mettez du 12 volts, ça veut dire que des fois vous allez mesurer des tensions quand même sur le primaire relativement fortes. L'idéal c'est quand même de prendre un transfo qui n'a pas beaucoup de jus, 6 volts par exemple, c'est pas mal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc brancher sur l'enroulement ici à le générateur, hein, régler au maximum de sa sortie. Faut pas oublier qu'il y a une impédance de sortie de 50 ohms, donc ça va quand même y avoir une atténuation au maximum de sa sortie. Mesurer la tension qui est dessus. Et ensuite, on va mesurer les tensions sur tous les autres enroulements, ce qui nous permettra d'avoir une idée des rapports. Alors, allons-y. Donc là, je vais brancher, comme je l'ai dit, sur l'enroulement A, la sortie du générateur. Donc voilà, j'utilise ces contacts. Attention, ces fils-là, là on voit, ils ont bien été, je veux dire, le vernis était enlevé, mais je veux dire, sinon, il faut le gratter, hein, c'est le fil émaillé. Et donc, je vais brancher ici le générateur. Donc là, j'utilise un câble BNC, ici, sorti. Et je mets en route. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on mesure une tension, hein, comme on le voit ici, de à peu près 4,3 volts. Donc 4,3 volts sur A. Voilà. Et maintenant, on va aller mesurer les tensions sur les autres enroulements. Et on va toutes les noter. Donc voilà, bon, je ne vais pas tout filmer, on va voir les résultats après. Et bien, donc j'ai fait ici les mesures. Et donc en mettant 4,3 volts ici sur l'entrée, je mesure 7 volts sur ces deux enroulements-là, et 47 et 47 sur ceux-là. Ça confirme bien qu'il y a des grandes chances que ça soit les primaires, ici les secondaires. En plus, je rappelle que sur ce transfo, hein, comme on peut le voir, il y a quand même des indications. Et il y a marqué, comme on peut le voir, que ça donne 2 fois 110 primaire, secondaire, 9, 15, 15. Alors ça correspond bien. Ici, c'est sans doute l'enroulement 9 volts. Voilà. Celui-là, c'est sans doute les deux 15. Et ça, c'est les deux primaires, on va dire 110. Voilà. Mais si même je n'avais pas eu ces indications, hein, grâce à ce que je vous ai déjà dit, il y avait des grandes chances que ça soit les deux primaires. Alors après, il fallait déterminer le sens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre E' et D' en série, et j'ai mesuré la tension donc entre E et D. Et à ce moment-là, j'avais quasiment 0. Par contre, si je relie D' et E, que je mesure entre D et E', j'ai 95 volts. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut relier pour pouvoir les mettre en série et pouvoir les brancher sur 220 ou enfin, 230, hein, et pas 10 volts près. Donc voilà, grâce à ça, j'ai déjà déterminé les tensions. Alors ce que je peux faire maintenant, quasiment sans risque, et là c'est de brancher D' et E' ensemble et de brancher ça sur le secteur. Et là je pourrais sans doute mesurer les vraies tensions à vide du transfo. Alors allons-y. Donc j'ai relié en série les enroulements, hein, ici vite fait, alors j'ai quand même
isolé, hein. De toute façon, là, il faut quand même faire attention, hein. On est en présence de la tension secteur, au moins sur le primaire. D'ailleurs, même tout à l'heure, quand on a mesuré, on a pu voir qu'à un moment donné, on avait des tensions relativement élevées de 95 volts. Alors, avec le générateur, et tel que c'est, elles sont isolées de la Terre, mais voilà, si on touche les deux fils, hein, par exemple, vouloir mesurer ça, par exemple, en touchant les deux fils comme ça à la main, 95 volts, ça va commencer à chatouiller, hein, même s'il n'y a pas énormément de puissance. Donc là, il faut quand même faire attention. Puis alors, bien sûr, une fois qu'on essaye avec le secteur, bah là, bien sûr, faire, même si c'est un montage en l'air, prendre quand même toutes les mesures nécessaires. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai branché le secteur et j'ai mesuré les tensions à vide sur chaque enroulement. Donc là, j'ai dit 64, 17,29, 17,29, hein, ce qui est normal. Hein, ici. Alors, on peut voir que c'est des tensions qui sont nettement supérieures aux tensions affichées sur le transfo. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Déjà, chez moi, la tension secteur est particulièrement élevée. Moi, j'ai 240 volts à peu près, 240 volts, alors que le transfo, il est donné pour 220. Donc déjà, ça fait plus de tension. Et puis en même temps, je rappelle qu'un transfo à vide donne toujours une tension de l'ordre, on va dire, entre 10 et 15% plus élevée que la tension nominale. Hein. Quand on donne un transfo 10 volts, hein, par exemple en sortie, il ne faut pas oublier que c'est 10 volts en charge à sa charge nominale. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, quand on peut le voir, ce transfo, je peux déjà beaucoup plus l'utiliser dans la mesure où j'ai son brochage et tout. Alors maintenant, il reste quand même une interrogation qui est, mais ok, mais quelle est la puissance que je peux tirer dessus? Alors là, il se trouve que sur ce transfo, j'ai une indication qu'on peut voir ici, hein, c'est que c'est un 160 VA. Alors je rappelle que la puissance des transfos est donnée, n'est pas donnée en watts, hein, mais donnée en volt-ampères, du fait que c'est un système qui est potentiellement inductif, et que tout va dépendre de la puissance qu'il va donner, va dépendre de la charge qu'il y a derrière, si elle-même est inductive ou pas. Bon, je ne veux pas vous refaire tous les cours sur les cosinus phi et tout ça, mais voilà, on va dire que si on est sur une charge qui est purement résistive, on va dire qu'à peu de choses près, les watts et les VA sont à peu près identiques, hein, vu que le cosinus phi sera égal à 1. Bon, c'est pas exactement vrai, parce que le secondaire lui-même du transfo est inductif, mais enfin, on peut partir en gros là-dessus. Mais encore une fois, quand un transfo a une puissance de 160 VA, c'est pour tout. C'est-à-dire qu'il peut donner 160 VA. Mais on peut voir ici qu'il y a plusieurs enroulements. Donc, ces 160 VA, ils vont, on va dire, se distribuer ici selon les différents enroulements. Or là, on peut déjà voir tout de suite que c'est pas du tout les mêmes fils. On a l'enroulement qui donne du 9 volts, on voit que c'est des fils qui sont très épais. Ensuite, j'ai un secondaire avec des fils un peu moins épais, et un troisième avec des fils beaucoup plus fins. Ce qui veut dire que je ne vais pas du tout pouvoir tirer ici les mêmes courants. Alors, comment le déterminer? Alors, bon, on dirait, de façon aussi empirique, on pourrait presque le faire en mesurant le diamètre des fils et en faisant au prorata. Ce que je veux dire, le diamètre des fils est proportionnel au courant. Donc en faisant ça, ça donnerait déjà une première indication. Ensuite, on peut aussi, je veux dire, regarder si on a des transfos connus. Généralement, le diamètre des fils pour un courant donné, c'est à peu près le même pour quasiment tous les transfos. Donc une fois qu'on a une référence, on peut aussi se baser là-dessus. Donc là, si on regarde par exemple, hein, je veux dire, 160 VA par rapport à... Si on prenait que sur ce secondaire-là, on aurait donc 160 divisé par 9, ça nous ferait 17 ampères. Maintenant, on ne va pas tirer que là-dessus. Donc, comme ça, je dirais, moi, à vue de nez, là-dessus, on peut prendre peut-être 10 ampères max. Je dirais, on peut en prendre 5 là-dessus, et encore même pas, peut-être plus, parce que là-dessus, on voit qu'on peut... C'est un fil qui est assez fin, on peut, à mon avis, pas prendre plus de... Vraiment un maximum, comme ça. Enfin voilà, encore une fois, c'est pas une science exacte. Alors justement, c'est aussi une question qu'on a souvent. Quand on a un transfo complètement inconnu, que ce soit un transfo torique ou un transfo, on va dire, classique avec des tôles en EI, quelle est sa puissance justement en VA? Alors là-dessus, il y a des tas de formules. Hein, il y en a une qui est très connue pour les transfos à noyau, qui est que si on prend la section du noyau divisé par 13500 fois 0,83,
ça donne en gros la puissance. Mais enfin bon, après il y a plein de formules empiriques qu'on trouve comme ça. Maintenant, moi ce que je conseille, ce qui est sans doute le plus simple, c'est de regarder par analogie. Si on regarde par exemple la taille d'un transphotonique comme ça, les lois physiques c'est les mêmes pour tout le monde. Donc si on regarde la puissance en VA d'un transphotonique qui a à peu près la même taille et le même diamètre, la même taille, eh ben on aura sensiblement la même puissance. Et c'est vrai aussi pour les transfos, je veux dire, classiques. Donc si on regarde en gros les dimensions d'un transfo, généralement ça va donner ça. Alors encore une fois, c'est pas dans l'absolu, il y a peut-être des transfos plus performants d'autres, mais globalement on peut partir là-dessus. Et après, il faut aussi savoir qu'à l'utilisation, on a toujours intérêt à garder de la marge. Je veux dire, un transfo, moins il chauffe, plus il se porte. Donc il chauffe déjà à vide parce qu'il y a des pertes magnétiques. Maintenant, généralement, moi je prends comme règle que je les utilise jamais je me garde entre 15-20% de limite par rapport au courant max que je vais débiter dessus, par rapport à leur puissance affichée en VA. Moins il chauffera, plus il durera. Et un transfo, c'est un élément qui est très fiable. S'il n'est pas surchargé, s'il est bien utilisé, c'est quasiment increvable quand ils sont bien faits. Ce qui les tue souvent, c'est qu'à un moment donné, justement, ils surchauffent. C'est comme tous les bobinages, le vernis, à un moment donné, va avoir un défaut d'isolation, ça va faire un court-circuit entre les spires, et ça va chauffer encore plus, et ça va faire encore plus de court-circuit, jusqu'à temps que tout le truc parte en fumée. Enfin, généralement, au pire, il y a le primaire qui va se couper, et puis ça partira comme ça. Alors sinon, les transphotoniques, par rapport aux transfos normaux, ils sont mieux, alors ils coûtent plus cher, mais déjà ils rayonnent beaucoup moins de flux, dans la mesure où on voit que c'est complètement fermé comme ça. Donc on les privilégiera quand on aura par exemple des applications audio, ou des choses où on a vraiment besoin d'avoir peu de rayonnement, ça rayonne beaucoup moins. Le rapport poids-puissance souvent est meilleur, sur les transfos toriques. Donc voilà, en règle générale, ils sont meilleurs que les transfos, on va dire, classiques, mais bien sûr, ils coûtent plus cher. Et en même temps, à monter, des fois, ils sont un petit peu plus gênants. Petite précision, parce que c'est vrai que il y a des gens qui m'ont fait remarquer en commentaire, j'ai dit que le système de montage pouvait tout à fait être métallique. Il n'y a aucun problème pour ça, dans la mesure où à l'intérieur, c'est pas gênant. Par contre, ce qu'il faut tout à fait éviter, et ça, il faut faire très attention, c'est que, par exemple, si on coupe, on a le transfo qui est comme ça, donc là, imaginons que j'ai un boîtier en tôle, que je mette une vis comme ça au milieu, on voit pas bien mon dessin, au milieu, ça fait aucun problème. Par contre, si la vis ici touchait la tôle du boîtier, alors là, ça ferait un sacré problème, parce que si on regarde bien, là, ça va être conducteur, et si à un moment donné, on fait que c'est conducteur, vu du transfo, c'est une spire en court-circuit, et là, pour le coup, ça va faire des bêtises. En gros, un transfo torique, il faut toujours s'arranger pour que il n'y ait pas quelque chose de conducteur qui fasse le tour ici, parce que là, pour le coup, ça fera des bêtises. Mais si on met juste, en effet, un truc métallique qui touche rien d'autre, c'est absolument pas gênant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces transfos-là, des fois, c'est intéressant, parce qu'on peut éventuellement bobiner. Par exemple, là, si je voulais avoir une source de courant assez fort, je prends un fil, je veux dire, je fais 2 tours autour. Quelque part, ça pourrait me donner sans doute des ampères. Ça, c'est assez facile aussi, comme ça, à rebobiner. Un dernier mot sur les transfos aussi. Il arrive qu'on ait donc des connexions internes, comme je l'ai dit. Mais généralement, c'est des enroulements en série. Comme là, on les met. En fait, il y a des tas de transfos où avec 2 trucs 110 comme ça, je veux dire, la jonction entre les deux, la D', elle serait faite à l'intérieur du transfo ou soudée sur les cosses. Enfin voilà, généralement ça simplifie le câblage, donc ça on le détermine assez facilement. Par contre, il arrive qu'il y ait un fil supplémentaire qui relie à rien. Et alors ça, faut pas le voir comme un défaut, mais souvent ce fil, il est très souvent noté E, ou des fois S pour screen. En fait, E, en français, c'est pour écran. Généralement, il peut y avoir entre le primaire et le secondaire, c'est rarement un enroulement, des fois c'est une sorte de feuillard qui fait une sorte de blindage. Et quand on a ce genre de fil, c'est conseillé de les relier à la masse. Et ça réduit un petit peu les rayonnements parasites. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon, au moins il faut reconnaître que sur le net on trouve énormément, je vous mettrai quelques liens,
en commentaire d'infos sur les transformateurs, sur les méthodes justement comme ça de calcul et tout. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est quand même amplement traité et sur lequel, je veux dire, enfin, généralement, on ne peine pas à trouver des informations. Techniquement, ce transfo, on peut voir qu'il donne un enroulement de 9 volts avec beaucoup de courant, un de 15 avec un peu moins, et d'autres un 15 aussi avec beaucoup moins. Ça, c'est assez typique généralement de systèmes où il y a une alimentation TTL 5 volts qui a besoin de beaucoup de courant, du 12 volts après, genre un PC par exemple qui a aussi besoin de pas mal quand même de courant, et une tension, elle par contre, généralement c'est pour faire une tension négative, qui a besoin de très peu de courant. On retrouvait ça sur les anciens PC par exemple, où il y avait une tension négative, mais souvent le moins 12 sur les PC, c'était vraiment une tension très faible. Ça servait généralement qu'à la liaison série, par exemple. Donc voilà, bah là, la météo, on vendait, ce mois d'août, là, c'est vraiment pas top. Enfin bon, au moins pour bricoler à l'intérieur, c'est pas gênant. Bah là, je vais sans doute me lancer, là, comme je vous avais promis aussi, sur le montage de la petite CNC 3018, là. J'ai reçu tous les trucs que j'avais commandés, donc normalement, je vais pouvoir vous filmer ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ouais, qu'est-ce que tu veux toujours aller voyager? Tu voulais savoir si le Wi-Fi était gratuit? Oui, souvent le Wi-Fi est gratuit, mais pas les toilettes. Hein, on peut s'interroger d'ailleurs sur la gestion des priorités. Que le grand taureau démon des transformateurs vous fasse de beaux roulements et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.